Il existe deux niveaux de relations possibles avec le monde. La surface des choses, ce qu'on dit et fait pour tenir sa place dans le jeu social, et la face cachée de notre être, ce que nous sommes en profondeur et ne révélons qu'à de rares privilégiés. Lui ne s'est jamais confié. Sa caricature parle donc pour lui. Certes révélatrice, elle est par essence réductrice. Lorsque nous parlons d'un personnage public, il est facile de s'en tenir à la caricature. Et comme je n'aime pas la facilité, nous allons essayer d'en savoir plus sur un homme qui jongle avec les identités. Président de la chaîne Public Sénat, présentateur de Bibliothèque Médicis sur cette même chaîne, conseiller du groupe Lagardère pour les médias, intervieweur sur Europe 1 à 8h20 tous les matins et le dimanche pour le grand rendez-vous, président de ce même Europe 1, pas trop donc, mais surtout journaliste. Il est considéré comme l'un des meilleurs intervieweurs de France. Nous allons explorer 40 ans d'une carrière dense et tumultueuse, avec des hauts très hauts et des bas très bas, mettre à jour un homme entier et complexe qui doute en permanence et a gardé ses enthousiasmes de jeune homme. Celui qu'on adore ou qu'on déteste est un fringant septuagénaire, un passionné toujours en alerte qui accepte de se poser une heure avec nous. Et si Georges Marchais lui a demandé de se taire, moi je vais vous demander de parler, Monsieur El-Kabbach. Bonjour. Merci. Quel programme. N'est-ce pas? Merci à vous d'avoir accepté de venir vous confier une heure dans cette émission VIP sur cette chaîne KTO. Est-ce que je peux déjà vous demander pourquoi vous avez accepté l'invitation? Je pourrais me poser la question parce que j'ai été marqué par tout ce qui est prudence ou pudeur et je ne me dévoile pas si j'essaie de dévoiler les autres. Il y a un proverbe yiddish qui ressemble à des propos de Saint-Simon ou du jésuite Balthazar Gracian et qui dit à peu près « Tant que les mots sont dans ta bouche, tu es leur maître. Dès que tu les as prononcés, tu deviens leur esclave. » Alors je vais essayer de ne pas en dire trop, mais de me laisser aller. Vous me demandez pourquoi? Parce que vous m'avez demandé gentiment et d'une manière que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Et vous allez peut-être envoyer un miroir de ce que je suis. Je vais essayer avec vous de composer les morceaux de moi-même. C'est en même temps une réflexion sur moi à laquelle je ne me suis jamais livré volontairement. Donc c'est une première. Vous parliez de gentillesse, on pense forcément aussi à la violence. On évolue tous les deux, et peut-être sans doute vous plus que moi, dans un monde des médias qui est un monde violent, qui ressemble un peu au monde politique d'ailleurs. À tous les mondes. Il ne faut pas le circonscrire au monde de la politique, parce que ça, ce serait aussi une caricature. La politique est dure, l'histoire, elle est faite de violence, de tragédie, mais aussi la plupart des milieux. Demandez à des médecins s'ils s'entendent facilement, aux avocats, aux chirurgiens, aux patrons d'hôpitaux, toutes les professions, aux enseignants. Le problème, c'est d'essayer de faire avec et d'une certaine façon d'éviter les violences et de jouer malgré tout avec une forme de générosité à la recherche de l'autre et de la compréhension de l'autre, même si on le fait parfois à cause des nécessités du métier, un peu âprement. Cette violence, elle vous fait du mal, ou vous êtes souvent au cœur de polémiques toute votre vie? Quand je parlais de haut très haut et de bas très bas, c'est ça, c'est une vie très tumultueuse. Oui, on a l'impression, je vais vous livrer le fond de ma pensée. Ouais. Il y a eu il y a peu de temps cette histoire de l'annonce du décès de Pascal Sevran avec 15 jours d'avance, on va dire ça comme ça. C'est une erreur, on peut tous commettre des erreurs, c'est humain. Je l'ai reconnu aussitôt. J'ai l'impression qu'on vous a fait payer un peu plus dans l'écho que ça a eu. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que je fais le métier depuis trop longtemps, que j'occupe des places qu'ils rêvent d'avoir, que quelquefois j'ai écarté parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur de l'idée que je me faisais de journalisme, et qu'on retrouve dans tel ou tel journal avec telle ou telle spécialité liée aux médias. On les trouve sur des sites, etc., qui se laissent aller. Mais je ne veux pas commenter. Je ne veux pas commenter parce que vous me demandez si ça fait mal. Oui, au début, mais maintenant, ça s'est tellement reproduit dans ma vie que je suis finalement indifférent. Je regarde ça avec beaucoup de distance, oui. Avec beaucoup de distance et, si je peux, de l'humour. Ah oui. J'ai l'impression qu'on parle d'un autre, qu'ils ne me connaissent pas, qu'ils ne savent pas à qui ils s'adressent et de qui ils parlent. Alors je les laisse. Je me dis, est-ce que je vous raconte une anecdote? François Mitterrand. Et je lui demandais, en lui montrant dans les entretiens personnels et privés avec lui, dans nos conversations avec un président, je lui montrais tous les livres et tous les critiques. Et il me disait, laissez-les. Ils mangent dans ma main.
je les nourris. Ce sont mes pauvres. Je ne vais pas jusque-là, mais si on nourrit quelques-uns qui se complaisent à écrire et à reproduire toujours les mêmes schémas, que bien leur fasse, moi, ils me sont complètement indifférents. Le problème, c'est de vivre et de survivre. Je disais en introduction que vous êtes un homme qu'on adore ou qu'on déteste, voire qu'on adore détester. Je pense que vous avez ce retour-là sur vous. Et je me suis renseignée auprès de différentes personnes. Qu'est-ce qu'ils aimaient chez vous? Qu'est-ce qu'ils détestaient chez vous? Alors voilà, bon, on commence quoi? Adore ou déteste? C'est vous qui choisissez. Allez, on commence par... Je suis habitué à la critique, alors vous pouvez commencer par ce qui ne va pas. On commence par ce qui ne va pas. J'aurai la surprise de ce qui va. En tout cas, ceux qui me connaissent m'apprécient mieux que ceux qui me voient de loin et qui me voient comme un homme de pouvoir, alors que ce n'est pas ça l'essentiel. On en reparlera de votre rapport au pouvoir. On le déteste car il fabrique de l'électricité. Il a une sorte de fièvre éternelle. Il est insupportable, cassant, dominateur, personnel, égotiste. Il exige et étouffe. Il est autoritaire d'une impatience folle. C'est vrai tout ça? Banal, non. Électrique peut-être. Et ça, je vois très bien l'origine. Ça peut être Alain Duhamel qui reconnaît et qui me taquine parce que chaque fois que je rentre quelque part, on a l'impression qu'effectivement ce mouvement se crée ou naît entre ceux qui disent voilà, c'est un bon journaliste et les autres, le salaud, il est encore là, etc. Il y a quelque chose dans l'air. C'est un mélange de plusieurs personnes. Hein. Oui. Mais je ne me reconnais pas dans le caractériel, l'égotiste, l'égoïste. On etc. est dans la caricature, là? Absolument. On l'adore parce qu'il a beaucoup de talent, il a du charme, il est cultivé, il est curieux, persuasif, drôle, cinglant, habile, séduisant, attachant et souple. Moi, je ne pourrais pas nier que ça me plaît beaucoup plus que la définition du début. Souple, non. On m'a dit pragmatique, souple et flexible. Je déteste la raideur, la rigidité intérieure. La flexibilité, c'est de pouvoir écouter les autres, d'en tenir compte, peut-être de changer de posture et d'avis. Tout le monde s'accorde là-dessus, comme quoi vous étiez j'écoute énormément, je fais parler énormément. Dans mes bureaux, ce qui est à l'entrée, c'est entrer sans frapper. Il y en a quelques-uns qui pratiquent et qui viennent me voir pour discuter de tout et de rien. Il y en a d'autres qui n'osent pas parce que j'ai mis entrer sans frapper. Mais si c'est souple, non, j'ai pas les chines souples. Ça fait 6000 ans, même si je suis pas pieux ou croyant, qu'on a la nuque raide. Je l'ai moi aussi. On en reparlera plus tard dans l'émission de croyance et de religion. Si on s'en tient à ce que les gens pensent de vous, à la caricature, on a l'impression comme ça, quand on vous rencontre la première fois, que vous êtes quelqu'un d'assez sombre, d'assez ombrageux. Et en fait, on découvre que vous adorez rire, que vous avez de l'humour, etc. Donc il faut me connaître. Mais vous arrivez à savoir pourquoi il y a ce décalage entre vous et votre image? Je vais vous raconter une histoire. Quand nous faisions avec Alain Duhamel Carte sur table, et nous l'avons fait pendant plus de 4 ans, avec un certain succès. Une émission où vous avez beaucoup voyagé. Oui, enfin, et que d'autres plus tard ont beaucoup utilisé à travers les archives, etc. Alain Duhamel et moi, nous préparions l'émission de la même manière. Nous avions un questionnement strict, très strict, que nous préparions ensemble. Et nous savions qu'alternativement, nous pouvions poser les mêmes questions. Et à partir de là, il y avait une base d'improvisation. Mais il y avait un questionnement que nous suivions rigoureusement. Eh bien, quand Duhamel posait les questions, il était blond aux yeux bleus, on dit ah, c'est le bon. Et moi, brun avec des longs cheveux noirs, etc. Ils ont changé de couleur. On disait le méchant. Et en réalité, c'est une question d'approche instantanée, physique. Et quand en plus, vous faites la télé, vous n'aimez pas tellement votre image, mais vous êtes bien content d'ailleurs qu'elle circule, hein, je ne dis pas le contraire, mais qu'en même temps, vous êtes crispé, vous avez une certaine peur, donc vous accentuez le côté dit ombrageux, mais qui ne correspond pas à ce que je suis. Et dès que c'est parti, je crois que je retrouve les défauts et les qualités qui m'accompagnent. C'est vrai que vous savez imiter De Gaulle? Peut-être que j'essaierai tout à l'heure, si je me souviens de tel ou tel moment, parce que je l'ai accompagné, jeune journaliste, pendant 5 ans, à travers différents voyages, et ça fait partie des multiples chances
que m'a donné mon métier. Je l'ai accompagné en province, mais j'ai fait les grands voyages du général de Gaulle en Amérique latine, au Cambodge, quand dans le stade de Phnom Penh, multicolore, lui en uniforme, j'étais au pied de la tribune, je regardais, je me dis c'est vraiment l'histoire. Il y a une chance terrible d'être là, qui s'est adressé à l'Amérique pour lui dire il faut faire la paix en Indochine, il faut respecter la souveraineté du Vietnam, retirer vos troupes, etc. Parler avec une voix qui me faisait plaisir parce que c'était la France qui passait à travers tous ces continents-là, de la même manière en Amérique latine. Et puis j'étais aussi à ses côtés quand il fait le voyage en Union soviétique et qu'il a défini là la politique, qu'allait être la politique étrangère de la France, la détente, l'entente et la coopération. J'étais là tout le temps, jeune merdeux avec un micro, je ne lâchais pas parce que j'étais... Je vivais l'histoire. Ouais, je vivais l'histoire. C'est ça que vous aimez, qu'on voit quand on lit les différentes interviews, etc. C'est être auprès des grands personnages, qu'il s'agisse de François Mitterrand, Kofi Annan. On en parlera des petits après, mais être auprès des grands, assister à l'histoire, non pas la faire, de fait, mais assister à l'histoire. Oui, c'est-à-dire avec de grands contemporains, puisqu'on a la chance de faire ce métier. Et je ne vois pas pourquoi on se priverait de pouvoir suivre et voir dans l'action et dans l'élaboration d'une décision, dans l'application d'une décision, au-delà de la manipulation, de la communication, etc., les fauves que sont les grands politiques quand ils sont face à face. Par exemple, à Moscou, au Kremlin, De Gaulle arrivait et il y avait en face la nouvelle Troïka qui venait de prendre le pouvoir et d'abattre Khrouchtchev. C'était Podgorny, Brejnev et le Premier ministre qui était Kosygin. Les trois arrivaient, moi j'étais derrière De Gaulle, on allait les uns vers les autres, je les regardais. Ils avaient plus de trac que moi à voir le général De Gaulle. Et les gens se sont assis de part et d'autre d'une table avec un tapis vert, des bouteilles d'eau minérale, etc., toutes sortes de crayons. Et avec une forme d'émotion, Brejnev a dit au général De Gaulle, je crois que ce n'est pas la première fois que vous venez dans cette salle et que vous êtes là. Et De Gaulle lui a dit quelque chose comme « En effet !» Et c'était Staline qui était là. La conversation a tout de suite changé parce que c'était Staline. Et puis, puisque j'ai parlé de Khrouchtchev, je vais vous raconter une anecdote. On était sur le Colbert en octobre 64 à l'issue du voyage du général de Gaulle en Amérique latine. Il avait fait 10 pays, moi j'étais tout le temps là, aussi bien dans les Andes, à Cochabamba, en Colombie, au Pérou, partout, etc. Et on était sur le Colbert, dans la baie de Rio. Ce soir-là, Khrouchtchev venait d'être dégommé par les trois dont j'ai parlé tout à l'heure. Et tout le monde, tous les journalistes qui étaient là, qui avaient suivi le voyage, cherchaient à voir la réaction du général de Gaulle. De Gaulle ne disait rien, mais on l'accompagnait. Moi, j'étais avec mon micro, comme ça. J'étais grand, je fais signe comme ça, parce que j'étais grand. Et souvent, il repoussait le micro, moi, je le remettais. Et puis, il était en uniforme, sans son képi, puis il s'adresse à une belle brésilienne d'une quarantaine d'années, avec une paire de seins magnifiques, les épaules dénudées. Il la prend sur les épaules et lui dit... Eh bien, madame, sic transit gloria mundi. La brésilienne voulait dire ainsi passe la gloire du monde. Il lui a répété, comme elle n'a pas compris, il dit ça ne fait rien. Il est parti. Et à partir de là, la phrase a été reprise par les agences, les journaux, et ça a été le commentaire du général de Gaulle sic transit gloria mundi à la disparition de Khrouchtchev, à la destitution de Khrouchtchev. Ces souvenirs, c'est important pour vous de pouvoir y revenir. Vous nous parlez beaucoup de Gaulle, je crois que Mendès France a beaucoup compté aussi pour vous. Tous ces grands personnages, ça vous accompagne, ce sont des compagnons finalement, des compagnons de route Oui, mais je ne vis pas avec le passé. Oui, c'est vrai que vous n'aimez pas le passé, vous. Non, c'est pas que je n'aime pas. Je ne vis pas avec la nostalgie de ce que j'ai fait, etc. Parce que je m'effraierais. J'en ai fait beaucoup, j'ai beaucoup travaillé. J'ai été très curieux, j'ai vu ce que beaucoup de journalistes, même de ma génération, n'ont pas vu. Vous en avez fait beaucoup comme journaliste et aussi comme patron, parce que vous avez dirigé France Télévisions. Oui, mais j'étais plus longtemps journaliste que patron. Et quand je suis patron, je tiens à être journaliste pour être sur le terrain et comprendre mieux les difficultés
de ceux qui font mon métier. Mais ce qui vous Surtout que intéresse, nous avons un métier qui est en train de changer et de vivre une révolution numérique considérable, et qui est un métier qu'il faut défendre. Ce qui vous intéresse, c'est le présent et l'avenir. Oui, le présent et l'avenir, mais je suis aussi chargé de ce que j'ai vu, des pays que j'ai vus, et quand je parle dans mon métier de tel ou tel pays, de la place Tiananmen, de Cochabamba en Bolivie, ou du Pérou, ou d'un pays d'Afrique, je sais que j'ai mis les mains là, les pieds là, que je l'ai vu, et que j'ai parlé avec les peuples, que j'ai entendu parler les gens simples, et qui demandent du pain, demandent des libertés. Je sais à ce moment-là que de cette façon-là, le passé existe. Mais je ne me complais pas dans le souvenir. Il y a quelque chose de très surprenant quand on apprend à vous connaître, c'est qu'on se dit, bon, avec la carrière qu'il a eue, il a amassé d'expérience. Il pourrait mourir. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que j'allais dire. Soyez patient. Vous savez, le général de Gaulle, on lui avait demandé un jour, vous me parlez de lui, comment allez-vous dans une conférence de presse? Et il avait répondu, rassurez-vous, je finirai bien par mourir. Bon, alors, j'ai le temps. Pas du tout vous parler de ça. J'allais dire que on pourrait penser que vous êtes quelqu'un de sûr de vous, or vous doutez tout le temps. Vous doutez souvent. C'est une qualité. Je pense. J'ai appris ça des philosophes, j'ai appris ça de tous ceux que j'ai vus. C'est un doute constructif, un doute qui accepte la critique. Un doute qui fait que vous allez demander son avis au moindre stagiaire qui passe, aussi bien au rédacteur en chef. Ça, c'est la légende. À ceux qui ont été les témoins. Et j'essaie de voir comment ils ont réagi. Si j'ai raté ce que j'ai fait ou pas. Donc la critique, oui, l'autocritique, le doute. Et c'est pour ça que je peux être tout le temps en quête de ce qui est la perfection que je n'atteindrai jamais. Et à laquelle je tiendrai, ou je tiens. Vous avez un côté très intuitif aussi, vous avez des petites antennes partout. Il paraît. Ce qui vous plaît dans l'actu finalement, oui, dans votre matériau. Dans mon métier. Oui, dans mon métier. D'abord, l'intuition, elle est nourrie par le travail, par les lectures. Il m'est arrivé, par exemple, quand j'étais directeur de l'information d'Antenne 2, avec Louis Berriot, on regardait ce qui se passait en Amérique latine. Apparemment, rien. Et puis on a envoyé un des meilleurs reporters de l'époque, qui s'appelait Jacques Segui, qui avait été correspondant aux États-Unis, et on l'a laissé partir au Chili. Il s'est promené au Chili. Et à un moment, il nous a dit « Mais je m'ennuie, je rentre », ça faisait 15-20 jours qu'il était là. Et il partait vers la frontière nord du Chili. Quand il a appris qu'on était en train de bombarder le palais où était Allende, il a fait demi-tour, il est rentré, il a été le premier journaliste sur place, etc. Donc je veux dire, il y a l'intuition et en même temps la chance. Je touche du bois, sauf une fois, j'ai eu assez de chance professionnellement. Sauf une fois, c'est-à-dire ce que vous avez dit tout à l'heure, avec l'erreur assumée de Pascal Sevran, où j'ai trop cru des sources très fiables, je ne peux pas y revenir, et j'ai laissé dire qu'il était mort, ce qui allait se produire 15 jours après. Mais sinon, j'ai tout le temps eu de la chance. J'étais correspondant en Allemagne, j'arrivais à Munich parce que j'adorais la ville, et les télés, les radios dont j'étais le correspondant m'appelaient d'urgence parce qu'on avait brûlé une synagogue. Je ne dis pas que c'était ça ma chance, non, mais que j'étais témoin et un des premiers à être sur place. Il se passait quelque chose, c'était à Berlin. C'est vrai que vous êtes bilingue allemand ? Pratiquement. Il faudrait que je... C'est un pays qui vous plaît particulièrement ? Oui, qui m'intéresse. Puis j'ai essayé de comprendre. Je connais bien l'histoire du Troisième Reich, ce qui a précédé, je connais un peu la littérature et quelques philosophes allemands. Et j'étais heureux, d'ailleurs, avant même de faire mon métier, de rencontrer un philosophe qui est, je peux dire, un philosophe que j'admirais beaucoup, qui était Karl Jaspers. Il y avait Heidegger et Jaspers. Heidegger a failli en acceptant d'être recteur et de prendre la carte du parti nazi pour devenir recteur de l'université de Fribourg, si je me rappelle bien, ou de Tübingen. Jaspers, dont la femme était juive, Gertrude, avait quitté l'Allemagne pour aller vivre à Bâle. Et c'est à Bâle que je l'avais rencontré des années après. Et en plus, j'étais, j'allais dire vachement ému, j'étais extrêmement ému parce que c'était cette Gertrude juive, pour laquelle il avait quitté l'Allemagne, qui m'ouvrait la porte de l'endroit, de la maison où j'allais les voir. Et dans la correspondance récente d'Heidegger, il écrit à sa femme qui ne comprenait pas pourquoi ce Jaspers, son ami, avait choisi l'exil plutôt que de sacrifier sa juive.
Voilà. Mais c'était Jasper. Ça fait 2 fois que vous nous parlez des philosophes. C'est vrai que vous lisez énormément, vous dormez peu, vous avez un rythme de vie assez Non, je dors effréné. peu quand je travaille. Oui. C'est-à-dire toute la semaine. Mais le samedi, dimanche, c'est au moins 10 Vous heures. coupez les ponts. Ah oui, 10 quand même. heures, la sieste. En vacances, je dors. Comme si les mouches tsetse m'avaient piqué. Là, je dors et j'ai l'impression, mais ça doit être faux, de récupérer. Vous lisez en tout cas énormément. Ça doit être quoi, 4, 5, 6 livres par semaine peut-être. Beaucoup de philosophes. Il y a cette phrase que de j'ai... romans, de philosophes, tout, d'essais. Oui. Témoignages. Il y a cette phrase de Charles Péguy que j'ai relevée pour vous. Vous allez me dire si elle vous parle. Homère est nouveau ce matin et rien n'est peut-être aussi vieux que le journal d'aujourd'hui. Je suis d'accord. J'ai relevé pour vous parce que je me suis dit, il fait un métier dans l'actu qui, par définition, passe. C'est une très belle Et n'enracine phrase de pas. Péguy. Phrase de Péguy, mais il y a les deux choses. Il y a à la fois notre capacité, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, la capacité à être dans l'instant, d'être extrêmement attentif, vous avez dit intuitif, réactif, et à partir de l'instant créer. Mais en même temps, je ne peux concevoir cet engagement dans l'immédiat qu'à condition d'avoir une certaine distance avec le fait dont je parle. Donc je crois avoir le mélange du goût de l'instant, mais renforcé par le recul et la distance que donnent les lectures, que donne maintenant une certaine expérience. Et c'est le combat de l'efficacité. Je place l'instant et le fait dans l'instant dans son environnement culturel, politique, et en même temps dans sa continuité historique et peut-être dans sa perspective historique. Ça veut dire que vous avez un côté qui est basé sur l'efficacité, on va dire l'instant, l'actu, etc., et quelque chose qui est plus sur la fécondité, où on est plus dans la lecture, le recul, l'enracinement. Oui, si vous voulez dire, c'est la combinaison de ces deux facteurs qui, à mon avis, peuvent donner, dans certains cas, une force. Qu'est-ce qui... je vais vous parler d'un sujet que vous n'aimez pas, tant pis, qui est... Comment vous le savez? Parce que vous l'avez déjà dit. Qui est la retraite. Vous faites de la gym tous les jours, vous êtes en parfaite forme, ça se voit, vous avez l'envie qui est là, un peu comme un jeune journaliste. On sent bien que vous n'êtes pas du tout fatigué ni blasé. Qu'est-ce qui vous fait... courir aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous prenez un plaisir fou à faire vos émissions, Bibliothèque Médicis, le rendez-vous de 8h20, le grand rendez-vous, etc. Et d'être patron en plus. Deux choses qui ne m'ont jamais quitté. Oui. Le goût de la création et de l'action, et en même temps l'envie de donner un sens à ma vie. Je ne suis pas là pour ne rien faire, ou comme disait Char, pour ne rien déranger. Je suis là, et au fond, il y a peut-être, là je dis tout à l'heure, comme une sorte de quête insondable, infinie, de la perfection, de l'absolu. C'est ça qui donne un sens à votre vie, c'est cette quête-là? Non, c'est le fruit de l'action. Le fruit de l'action. Et là où je suis, c'est de rajeunir les équipes, transmettre, apporter ce que je sais d'une certaine façon, défendre une certaine idée du journalisme, une certaine dignité, honneur du journalisme, en pensant aux plus grands, autrefois Hubert Beuve-Méry, Pierre-Vincent Ponté, ou des gens comme Jean Daniel, des amis comme Alain Duhamel, etc., qui me donnent, et quelques autres, qui m'ont donné toujours envie d'abord de faire le métier, et en même temps de le défendre. Oui, et oui, parce que la perfection, c'est un combat, c'est de tous les jours, et on a l'impression qu'on va l'attraper, elle est insaisissable. Ouais. Et comment vous analysez-vous votre rapport au pouvoir, justement? Je vous ai dit qu'on reviendrait sur ce thème-là. Le pouvoir, vous le côtoyez beaucoup. Peut-être par nécessité aussi, parce qu'il faut bien... c'est le métier. Voilà, c'est le métier, il faut bien se maintenir. Mais comment vous analysez votre rapport? Parce que finalement, c'est drôle. On vous vire ce que vous êtes trop giscardien, après on vous vire ce que vous n'êtes pas assez giscardien, à une époque... Ça veut dire qu'on se trompe. C'est-à-dire que chaque fois on se trompe. Non, mais chaque fois on se trompe. Mais comment vous analysez-vous? Parce que tout le monde analyse sauf vous finalement. Oui, non, je n'ai pas à raconter sur la place publique mes analyses. Vous mettre sur le toit de chez moi et de crier voilà mon analyse des bêtises qu'on raconte sur moi et le pouvoir. Je ne suis pas courtisan, je ne suis pas mondain, je ne vais pas dîner chez les ministres. Et si jamais il y a quelque chose comme une soirée, avant d'y aller... je fais tout pour essayer d'éviter ou y échapper. C'est pas ça. Le pouvoir, pas courtisan, je l'ai dit. C'est voir fonctionner le pouvoir. Mais ce qui est drôle, je vous fais une confidence, j'ai jamais compris.
Pourquoi? Je suis invité un jour à l'Élysée. Quelqu'un me voit sortir de l'Élysée. On dit, il est lié à ce pouvoir. Mais tous les autres qui vont déjeuner, dîner, qui sortent, qui accompagnent les présidents successifs de la République, on ne leur met pas l'étiquette du président en exercice. Je fais un voyage avec Nicolas Sarkozy en Inde, il m'invite. Moi je dis c'est une chance. Pendant 36 heures, 48 heures, je vais le voir agir et je vais voir l'Inde. Je vais aller rencontrer peut-être des gens que sans ça, je ne pourrais pas atteindre. On dit, ah, c'est un sarkozyste. Mais dans l'avion qui conduisait le président de la République en Tunisie, il y avait X, Y. Quand il est allé en Chine, il y avait Z et ABCD. Et quand c'était De Gaulle, il y avait des gens qui étaient invités. Quand c'était Mitterrand, il y avait des gens... Et on ne posait pas la question. Au contraire, c'est flatteur. Et moi, je pense que je suis dans la ligne des journalistes américains, à l'époque de Kennedy, par exemple, qui pouvaient avoir des relations avec la Maison-Blanche et avec le président Kennedy. Quelquefois, eux, ils étaient des amis. Et eux cachaient des informations, d'après ce qu'on a appris plus tard. Moi, c'est pas ça. Et eux voyageaient, fréquentaient avec des informations, et tout le monde a dit c'est extraordinaire de vivre comme un journaliste américain. Je suis indépendant et libre. Et je vais vous dire, au stade où je suis, alors, je peux pas dire si je crains quelque chose, c'est pas ça. C'est peut-être autre chose, mais qui n'est pas là. J'ai dû voir approcher, interroger parfois 5 présidents de la République, la 5e République. J'ai dû interroger, j'ai essayé de faire le compte l'autre jour, je ne sais pas si c'est 11 ou 12 premiers ministres. J'ai interrogé des ministres des Finances, des ministres de la Culture, des ministres de l'Information qui croyaient lancer des propos et des décisions définitives, on ne se souvient même plus de leur nom. Je les ai vus défiler. Je ne suis pas blasé. Je continue à respecter et en même temps à voir comment se construit mon pays et l'Europe, et mon pays dans l'Europe et dans le monde aujourd'hui. Et j'essaie, à travers mon questionnement, mes émissions, etc., de passer le plus possible de connaissances, celles que j'acquiers, ce que j'entends, de le raconter, et en ne me limitant pas aux anecdotes ou aux conneries du people. Je sais que ça marche beaucoup, mais je prends mes distances avec cela. J'essaie de transmettre ce que j'entends, ce que je sais, ce que j'apprends, pour que, à la fois, ceux des citoyens qui me font confiance, et apparemment il y en a, aillent acheter un livre, écoutent différemment tel ou tel propos, cherchent à faire ce que Kundera disait, démaquiller la réalité. Ce que j'essaie de faire, démaquiller la réalité, la dévoiler, la déshabiller. Enfin. Je voudrais qu'on quitte un peu l'adulte que vous êtes pour retrouver... attention, je vais vous emmener loin. Pour retrouver le petit garçon que vous avez été, qui est né à Oran, en Algérie, qui a 2 prénoms, Jean-Pierre et Haïm. Haïm qui veut dire... La vie. C'est joli. Bah, oui, je m'en plains pas. Et quand chacun... Moi, je ne connais pas l'hébreu, mais quand les gens font leur fête, célèbrent les Haïm, en fait, ils parlent de moi, de la vie. Ils célèbrent la vie. Et ça me fait plaisir. Bien sûr que si vous connaissez l'hébreu, vous avez une fille actrice qui s'appelle Emmanuel, et Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Oui, mais c'est pas pour ça que j'ai choisi son prénom. C'est gentil. Elle est belle, elle est intelligente, elle a du talent, c'est une très bonne actrice. Le seul problème, je crois que le fait d'avoir un père comme moi ne lui donne pas la carte, comme on dit, pour le milieu du cinéma. Alors qu'il y a des dynasties de tel ou tel, mais je sais qu'elle fait son chemin toute seule et que son talent s'imposera. On a le droit de dire dans quoi elle joue. Oui, c'est une actrice qu'on peut voir dans la série PJ sur France 2. Elle jouait Agathe, c'était le prénom, et elle a même coupé son nom, c'est Emmanuel Bach. Et moi, j'avais jamais percuté que c'était votre fille. Non, mais parce que très longtemps, elle a gardé le nom. Et c'était pas Béard, Depardieu, c'était El Kabbach. Alors je lui dis, écoute, coupe-le. Elle a coupé. Vous aussi, à un moment, on a voulu vous dire que votre nom était un peu connoté, non? Vous en savez des choses, il y a longtemps. Il y a très longtemps. Et mon premier patron m'a raconté que son patron, qui était directeur de l'information, lui avait dit, avec un nom comme ça, il ne va pas aller loin. Vous n'allez pas me laisser Kabbach, appelez-le Dubois. C'est très bien. Mais je n'aurais jamais pu changer mon nom. J'ai fait ce métier aussi pour que le nom soit connu. Ça me plaisait. Pour exister... je ne voyais pas pourquoi j'allais être schizophrène. Toute ma vie, j'aurais été dingue et schizophrène. Parce que
On m'aurait appelé j'aurais dit mais non, le vrai nom c'est... Et j'aurais eu honte d'avoir changé de nom. Parce qu'il avait ces consonances qui me valent régulièrement, ou des encouragements, ou des applaudissements, ou le plus souvent des perfidies. El Kabbach, ça veut dire le berger, le rassembleur. Ça veut dire ça, et ça veut dire aussi le bélier. Vous savez qui m'a dit ça? Hafez el-Assad, le précédent dirigeant de la Syrie. On faisait une émission de télévision avec Alain Duhamel, les cartes sur table. Et c'était une époque où on avait rencontré Sadat, qui venait de rentrer de Jérusalem. Et le mois suivant, Hafez el-Assad. Et quand il est arrivé, on dit, dis donc, toi, tu sais ce que veut dire ton nom? Le bélier. Le bélier, c'est celui qui fonce, qui fonce, qui fonce. Qui est en tête du troupeau. Et quelquefois, comme quand le troupeau il tombe dans le précipice. Ah oui. Ça s'appelle le bouc émissaire, quoi. Mais je ne vis pas avec ça. J'aime bien mon nom. Je m'y suis habitué. Très petit, vous étiez tout chétif, asthmatique, plutôt malade. Dans une famille sportive, parce que vous aviez un papa qui était entraîneur de l'OM, est-ce que j'ai bien compris? Oui, entraîneur de Marseille. l'OM. Il a été journaliste le premier, sportif aussi. Il a été le premier à s'occuper des transferts de joueurs qui étaient à l'époque amateurs, qui travaillaient en usine, qui étaient maltraités, mais qui avaient un talent fou. Il s'est rendu compte qu'en venant en France, il pouvait avoir une vie différente, une ascension sociale, et il a tout fait pour les faire venir. C'est pas ce qui s'est passé après, dans les années récentes, où celui qui faisait les transferts s'en mettait plein les poches. C'est pas ça, c'était un acte d'intérêt. Et c'est vrai que toute mon enfance, j'ai vécu avec les footballeurs, avec le goût du football, quand mon père venait en France. Avec les coups du football. Ah, mais on nous offrait des ballons, où les joueurs venaient nous offrir des ballons. Et où je regardais dans les journaux de sport, dans l'équipe, dans France Football, les images de mon père. Qui a ça? Sa marque aussi, présidait un club de foot qui était très bon à Oran et qui s'appelait l'USMO, l'Union Sportive Musulmane d'Oran. Donc après, quand la guerre est arrivée, après, quand il y a le problème de la Palestine et d'Israël, je pense aussi aux droits de ceux qui jouaient ou supportaient l'Union sportive musulmane d'Oran. Alors vous avez dit ça. Ça, c'est un mauvais ballon, ça. Oui, on jouait au foot avec mon frère Max chez moi. Ma sœur qui était plus jeune, on a mis des goals au fond du couloir. et on jouait au ballon. Et un jour, j'avais battu l'équipe de mon frère et de ma sœur. Je m'étais mis sur mon ballon. Mon frère a donné un coup de pied au ballon. Et il y avait un porte-manteau. Tac, je l'ai rencontré. Et depuis... Merci Max. Merci Max. Ben, j'ai fini là aussi par m'habituer à mon nez. Depuis, vous avez du nez pour de l'info, c'est parfait. Ben ouais. Finalement, votre papa était un peu journaliste aussi. On l'interrogeait, mais... oui, on l'interrogeait dans le football. La vocation a pu naître comme ça chez vous? Non. Du journalisme? Non, pas vraiment. Non. Non, mais c'était de beaucoup lire. Vous avez dit chétif, faut pas exagérer, mais gringalet, maigrichon. J'avais de l'asthme. Après, on a su qu'il y avait des asthmes allergiques. Et moi, j'ai un asthme allergique. Et si je voulais vous faire un numéro, je vous dirais, vous voyez, non, rassurez-vous. La ventoline. La ventoline. Et la ventoline, c'est contre aussi l'allergie. Mais à l'époque, c'était autre chose. À l'époque, on se soignait avec une poudre qui s'appelait la poudre Louis le Gras. Oui, on prenait une petite assiette, on faisait un cône sur l'assiette, on l'allumait, c'est une poudre verte, et on inhalait la fumée qui se dégageait. Et ça donne envie. Non, mais quand on faisait ça, j'étais dans un état de suffocation majeur. J'étais assis sur mon lit avec l'oreiller bien calé. Et vers 5 heures du matin, quand j'arrivais à faire cette fumigation, le ciel se dégageait, je recommençais à respirer, je recommençais à vivre. Et pendant toute l'année, toutes les années d'école, je me suis arrangé pour me faire, à cause de l'asthme, dispenser de gym. Alors vous qui êtes tellement sportif aujourd'hui... Et après, maintenant je ne fais pas 1 heure de gym par jour, mais ça c'est pour autre chose, mais c'était pas la même gym, ou c'est pas la même gym. Ma gym à moi, que je m'invente avec les 4-5 mouvements que je connais et que j'applique dans mes voies, vous voyez. Mais peut-être que cette maladie-là m'a sauvé, parce que j'ai jamais fumé.
Jamais, 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 jamais. Et que j'ai fait attention à un certain nombre de choses. Oui, et si je ne lis pas, vous me poussez à des confidences, j'ai l'impression qu'on est tout seul. On est tout seul, Jean-Pierre. Oui. Je dirais, si je n'ai jamais réussi à lire Proust, jamais. C'est à cause de ça? À cause de l'asthme. Mais je ne comprenais pas pourquoi, au bout d'un moment, j'étais mal à l'aise à la lecture de Proust. Et un jour, j'ai compris, en discutant avec un pneumologue, et j'ai lu ensuite les mémoires de Céleste Albaret, qui était Céleste Albaret, la gouvernante de Proust, et la femme, l'épouse, du chauffeur de Proust, qui allait lui chercher la nuit la bière qu'il buvait très fraîche dans des bistrots ou les bars du boulevard Haussmann, des grands boulevards. Et elle raconte qu'elle lui fermait toutes les pièces. Il devait avoir des arbres autour et du pollen, etc. C'est ça aussi qui devait le rendre malade. Mais elle lui allumait de la poudre Louis le Gras. Et j'ai compris pourquoi. En lisant les phrases, je ne suis pas toqué en le disant, j'ai une respiration qui devient haletante et je n'arrive pas à finir Proust. Je m'en veux. En même temps, il a des phrases à rallonge. C'est ça. Ça n'aide pas. Alors, votre enfance, elle a été, on va dire, partagée en deux. Il y a eu 11 premières années heureuses. Et puis, il y a eu le décès du père, le jour de Yom Kippour. C'est pas rien, ce jour-là, dans la religion juive. C'est le jour du pardon. Je vous vois venir. C'est un jour de jeûne. Je vous vois venir. Pour les adultes, nous, avec mon frère Max, on était rentrés déjeuner chez nous à midi. Et puis on racontait à notre mère ce à quoi on avait assisté. Mon père avait acheté et lu la plus grande prière. Alors, puis il est venu s'asseoir, comme nous sommes partis. Et il s'effondrait, une crise cardiaque. Et il est mort. Et comme il était, lui, religieux, et très connu et respecté dans la ville. Toute la ville était là pour ses obsèques. Toute la ville était là pour... Je ne vais pas continuer à raconter, quand même. Mais c'était un moment marquant, pour différentes raisons. Il aurait pu être sauvé si ça n'avait pas été le jour de Yom Kippour. On lui aurait donné quelque chose à ingurgiter qui aurait pu le sauver. On lui aurait fait prendre l'ascenseur au lieu de lui faire prendre les escaliers. Mais c'est incroyable. Oui. Et si la veille de Kippour, il avait utilisé l'ascenseur, peut-être, parce qu'il avait du diabète, mais nous on le savait à peine, les gamins, peut-être ne serait-il pas mort à ce moment-là. Mais quand il est arrivé, il a dit quelques mots, il m'a dit quelques mots, il est monté, on l'a mis dans sa chambre. Il vous a dit quoi? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que bien des années plus tard, à 90 ans, votre maman, elle est morte le jour de la Toussaint. Ah bon? C'est une fête vous catholique. y voyez un lien, vous? Je sais pas, non, pas forcément. Kippour, la Toussaint. Oui. La fête de tous les saints, la fête du pardon. Oui, je lui dois beaucoup à ma mère. Je lui dois beaucoup. Vous lui devez quoi, votre maman? Une grande partie de ce que je suis. Parce que les femmes à l'époque ne travaillaient pas. Et donc elle n'avait pas travaillé. Elle était la 11e enfant d'une famille nombreuse, une petite bourgeoisie juive. On ne lui avait pas appris à travailler. Et son mari lui avait dit, pour les enfants, l'école. L'école, toujours l'école. Et il lui a répété la veille de sa mort, comme ça, sans savoir. Et très vite, autour de ma mère, qui n'avait pas le sou, on lui dit, tes enfants, il faut les... Tiens, il y en a un, il peut travailler là dans le magasin de tissus, il vendra des tissus, il apprendra. L'autre, il va faire ceci. Ma mère a dit non. Et elle nous a défendus, on a fait l'école. Il a fallu qu'elle se mette à travailler. Elle a travaillé. Elle qui ne savait rien a appris la dactylographie. Et puis, elle a travaillé dans différentes administrations. Et nous, très souvent, nous avons pris le relais de ma mère, moi en donnant des cours gamins, etc. On a travaillé, mettre des timbres sur les enveloppes à la mairie d'Oran, où j'avais trouvé un petit emploi pour me payer les vacances, etc. Voilà. Puis en même temps, on faisait les idiots, les cons. J'avais fait une promesse à un moment donné, on devait avoir 16-17 ans, mais à mes copains, je me dis, si je peux me payer un voyage à sortir d'Oran, à me payer, moi, un voyage, je travaillais à la mairie, quand je rentrerai, je ferai une grande bêtise. Et j'ai voyagé. Et quand je suis rentré, ils m'ont dit, maintenant, dis donc,
Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, il y avait des galas d'été Oui. dans un grand jardin d'Oran. Et il y avait des concours de chant. Et en 24 heures, un Radio Rocher, oui. J'ai appris ou j'ai essayé d'apprendre une chanson. Je suis allé la chanter sur scène devant 10 000 personnes. Et puis je ne me suis pas souvenu de toute la chanson. Je me suis arrêté, puis j'ai dit le mot de Cambronne et je suis parti au milieu. Alors dans toute la ville, où on se marrait, où on allait raconter à ma mère, mais ton fils a dit le mot de Cambronne sur scène. Mais j'avais tenu mon pari et ma promesse. Voilà, des bêtises. Vous êtes réconcilié avec la religion aujourd'hui? Parce que forcément, il y a une cassure. Je comprends très bien qu'on croit. Il y a eu une cassure le jour de la mort de votre père. Oui, oui. Quelqu'un de mal inspiré vous a dit Dieu t'a pris ton père. Et tu dois être heureux. C'était le grand rabbin d'Oran. On a du mal à 11 ans à comprendre ça. Il croyait qu'il était inspiré. Et j'ai éclaté de rire. Il m'a pris pour un futur indocile, indiscipliné et quelqu'un à tenir. Je n'ai pas pu m'empêcher. S'il m'aimait, pourquoi je vais être orphelin? Pourquoi je vais connaître ce que j'ai connu après, la grande pauvreté? Et quand je parle des pauvres, je les connais. Quand je parle des Algériens pauvres ou des petits pauvres ou des sans-papiers, je les connais. Tiens, sur les sans-papiers, je vous raconte une bien bonne. Il y a encore l'été dernier, je téléphonais dans ma voiture, dans Paris, et je n'avais pas mis ma ceinture. C'est pas bien. Et 2 voitures de policiers sont venues m'arrêter. Devant, il y avait des jeunes femmes, métropolitaines, et derrière, un groupe de policiers français antillais. Ils m'ont coincé ma voiture, ils sont arrivés, et la jeune femme, qui devait avoir une trentaine d'années, a pris mes papiers. Elle a regardé mes papiers, et elle a vu Haïm El Kaba Jean-Pierre. Elle m'a demandé, et tu as ta carte de séjour? L'été dernier. Alors ça me faisait penser à ceux qui se cachaient parce qu'ils n'ont pas encore leurs papiers, etc., et à ce qui doit leur arriver. Bon, alors oui, il y a une rupture avec la religion à ce moment-là. J'ai dit que je respecte énormément ceux qui sont religieux, ceux qui pratiquent, ceux qui sont pieux, mais j'ai une grande distance. Je dirais simplement, j'ai réfléchi parce que vous me disiez que vous alliez me poser la question sur la religion. Bon, je pense que si je ne crois pas, etc., je pense de toute façon que s'il existe, Dieu me pardonnera. Parce qu'après tout, c'est son boulot. Hein? Et je me disais, je pensais, oui, j'aime être présent dans certaines circonstances et pour certaines grandes fêtes juives à la synagogue, pour marquer ma présence, ma judéité. Je ne connais rien de la religion. C'est un très grand tort et un grand défaut. Mais je suis juif, je le dis, je suis fils du Maghreb, je le revendique et je suis juif. Donc je vais pour les grandes fêtes. Et surtout, et Max, mon frère, le sait, le soir du Grand Pardon, à la fin de la journée, à la fin du jeûne, parce qu'à ce moment-là, il y a un moment esthétique exceptionnel, quand tous les gens ont prié toute la journée, ils attendent le moment du pardon, et puis peut-être aussi d'aller vite dîner, s'ils n'en peuvent plus. Chacun protège ou prend ses enfants et se met sous ce qu'on appelle le talet, le drap, et le rabbin sonne le chauffard, la corne, qui montre que la journée est terminée, etc. Et ça, le mélange de chants qui montre la ferveur et qui vient de la synagogue avec une force terrible, ça c'est extrêmement émouvant et quand je peux, j'y assiste. Mais j'aime pas tellement aller à la synagogue, je vais dire pourquoi. D'abord, je me suis beaucoup embêté quand j'étais orphelin. Tous les soirs, il fallait y aller avec mon frère. On ne comprenait même pas ce qu'on nous disait, mais on était là, mécaniquement. Mais c'est pas ça. Il y a un fait que je n'accepte pas, mais c'est la religion. Les femmes là, et les hommes là, je ne peux pas supporter ça. Ni dans la mienne, ni dans aucune autre religion. Vous étiez, pour faire le lien entre les deux religions, la vôtre et la mienne, vous étiez très ami avec Monseigneur Lustiger. Et je me souviens d'une interview radio, ça devait être sur Europe 1, vous l'avez interviewé, et vous qui ne laissez pas beaucoup filtrer, alors que vous êtes un sursensible, vous ne laissez pas en radio beaucoup filtrer votre sensibilité. Vous commencez à comprendre, hein. Et là, il était déjà très malade quand vous l'avez reçu, et à la fin de l'interview, vous êtes un peu, je dirais presque emmêlé les pinceaux ou brouillé en disant, écoutez, l'idée c'était, on a envie que vous viviez encore très longtemps. Il y avait cette idée-là, c'était peut-être pas vos paroles exactes. Et on sentait l'amitié qui vous liait
tous les deux. Qu'est-ce qui vous a appris cet homme-là? D'abord, on ne peut pas me permettre de dire j'étais l'ami. D'accord. J'aurais bien aimé. Il me le disait. C'est vrai, avant de répondre sur Monseigneur Lustiger, qu'avant chaque... dans un moment de crise, etc., c'est vrai qu'au je lis les classiques, et les livres, et les auteurs ont été souvent mes meilleurs compagnons, ou bien je vais voir des gens de votre religion. Et j'ai comme ça été, au moment de 68, la crise où j'étais jeté de Paris, envoyé à Toulouse, un des premiers que j'allais voir, c'était Monseigneur Guyot, un petit homme, avec une tête de diable, des grandes oreilles comme ça, un grand nez, mais qui était extraordinaire de gentillesse, d'humanité, et qui m'apprenait beaucoup. Et tous les samedis après-midi, à peu près, j'allais prendre le thé avec lui, les sœurs, les religieuses nous servaient des petits gâteaux, et j'étais là, et j'apprenais avec lui. Bon, et après, j'allais faire le clown et mon métier. Mais il y a eu lui, il y a eu Monseigneur Ducourtrai, Monseigneur Etchegaray, Monseigneur Lustiger. Lui, je l'ai connu, j'étais directeur de l'information d'Antenne 2. Et la veille de sa nomination, on avait appris qu'il allait être nommé, il était évêque d'Orléans. J'ai envoyé une équipe, un journaliste qui s'appelle Dominique Laurie, qui doit s'en souvenir, qui est allé le chercher, qui l'a ramené à Paris en voiture. Et c'est dans mon bureau de la rue, c'est pas la rue Cognac-G, c'était l'avenue Montaigne. C'est de mon bureau qu'il avait écrit et préparé sa première déclaration publique. On l'avait laissé, et après, quand on était revenu, on lui avait demandé « Ça va, vous êtes prêts ?» Et il avait testé avec nous. Et après, il y a eu des liens. Et chaque fois, je l'ai invité, puis je suis allé le voir. C'était un peu votre invité fétiche quand vous commenciez une émission. Exactement. Il y en avait deux, qui est lui, dans des ordres tout à fait différents, et Raymond DeVos. Ah oui. Raymond DeVos. Catholique aussi. Mais... parce que j'aimais rire avec DeVos, que je connais c'est bien et qui m'aimait bien. Bon, alors, Monseigneur Lustiger, j'allais le voir régulièrement, et jusqu'au dernier moment. Et je voulais le voir dans ses derniers moments. Il m'avait donné son accord, mais on m'avait dit, quand il aura un moment de lucidité, et en même temps, il acceptera d'être vu dans l'état où il est. Et il est mort plus vite, et je l'ai beaucoup regretté. Vous parliez de la mort avec lui? La vie. De la vie. Et la mort vous fait peur? De la justice, de la justice, du monde d'aujourd'hui. Et puis, c'était à la fois un contemporain, mais qui avait une dimension extraordinaire pour dire la justice et en même temps l'histoire. Et je l'ai revu à Auschwitz pour les 60 ans, l'anniversaire des 60 ans d'Auschwitz. Et c'est dans l'avion du retour qu'il m'a présenté quelqu'un qui est devenu un ami. Le père des Bois. Le père des Bois. La Shoah par balle. C'est vous qui l'avez présenté au grand public? Oui, plusieurs fois. C'est-à-dire que dans l'avion, c'est Monseigneur Lustiger qui m'a dit « Allez vous asseoir avec lui. C'est mon secrétaire, il s'occupe de ceci et cela. Il va vous raconter, vous n'en reviendrez pas. » Et c'est vrai, je n'en suis pas encore revenu. Et j'ai voulu qu'on le sache. Donc à partir de là, je l'ai interrogé un matin à Europe, je l'ai interrogé à la télé, je l'ai interrogé un dimanche, un deuxième dimanche, parce que les gens ont voulu le réentendre. Puis à partir de là, il a fait un livre et on l'a soutenu. Et dans pas longtemps, j'assisterai à la remise de la Légion d'honneur. Le 12 juin, exactement. Alors il nous reste 3 minutes. Quelques questions encore. Est-ce que la mort vous fait peur? Si la vieillesse vous fait peur, j'imagine que la mort vous fait peur, non? Non, c'est pas ça. J'ai tellement aimé la vie, et j'aime tellement la vie, et je l'aimerais tellement, que je me dis, elle est consubstantielle à la mort, donc à un moment donné, il faut sortir du banquet, comme disait Sénèque, il faut sortir. Ah, vous avez cette sérénité-là, alors? Alors, il faudra. Mais j'ai quand même dit, moi, je ne vais pas faire le mariole. J'en ai peur. J'ai peur de la dégradation. Ouais. Et un de mes soucis, c'est de savoir comment je serai à ce moment-là. Pas pour la coquetterie, mais pour voir si ça ressemble à la dignité d'une vie. C'est plus ça mon souci que de savoir si je suis un homme de pouvoir, etc. Et en attendant de transmettre le flambeau, de continuer à faire le métier, d'être présent sur tous les terrains, de ne lâcher aucune injustice, aucune inégalité faite aux femmes que j'ai toujours défendue. Non, c'est vrai, d'être tout le temps là, d'aller chercher des gens qui font rire. J'étais très ami de Thierry Leluron. J'ai eu l'occasion d'annoncer malheureusement la mort de Coluche accidentellement, il y a 26 ans, je crois. Et puis là, avec Michel Drucker, nous avons contribué à faire naître et s'épanouir Canteloup. Alors, bon, voilà, créer jusqu'au bout si je veux. Penser à quoi j'aurais servi, c'est à agir, ou à quoi je sers, à agir, à créer.
c'est dur de le dire moi-même, à bâtir. Vous avez un rêve inachevé? Toutes les symphonies sont inachevées. C'est les plus belles? Non, parce qu'il reste des expériences à venir. Et ces expériences qui vont venir, je pense que ce seront encore les plus belles. Et j'y crois. Je vous remercie infiniment en tout cas d'être venu sur KTO. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? De rester dans cette forme, avec cette même volonté, cette même curiosité. Ouais. Cet appétit. Oui, cet appétit. Ça d'appétit. Et être entouré de ceux que j'aime, aussi bien ma fille Emmanuelle, votre femme Nicole Avril, l'écrivain qu'on n'a pas encore cité. Nicole Avril, que je cite volontiers, parce que je pense que sans elle, je ne serais pas ce que je suis. Je ne sais pas si elle changerait si j'étais pas là ou serait différente, mais moi je sais que j'aurais été différente. Jacques Chirac, qui nous connaissait à un moment donné, quand il me voit, il me dit « Comment va la meilleure moitié de vous-même » Et j'aime pas qu'il le dise, mais en c'est vrai. plus, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Et quand vous me demandez ce que je veux, que ça dure le plus longtemps possible, de cette manière, avec ceux que j'aime, tous ceux qui travaillent avec moi, Marie Moreau, Anna, Rémi Tomazeski à France Télévisions, un certain nombre, à Public Sénat, avec un certain nombre de gens qui m'ont accompagné, qui m'accompagnent, avec lesquels nous avons encore de grandes aventures et de grands projets. Je vous souhaite une bonne continuation alors. Et merci d'être venu vous confier, de nous avoir fait confiance. Jean-Pierre Elkabbach, merci beaucoup.